Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview d'un presque voisin. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Florent. J'ai vécu au Japon par différentes périodes au cours des 20 dernières années. Et on est effectivement voisins de station de ce train quasiment. Voilà, il est tombé sur une de mes vidéos, il me dit: «Ah, c'est pas loin de là». Alors, on ne donnera pas d'infos, Ouais. mais on n'habite pas très loin, donc à Kanagawa, pas dans Yokohama. Bah, tu quel âge? Tu bosses dans quoi? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Ok, donc j'ai 38 ans, je bosse dans la cybersécurité. J'ai fait des études là-dedans. J'ai eu différents postes autour de ça aussi à travers les années. J'ai fait mes études en France et en Angleterre. Et je suis venu au Japon pour la première fois quand j'avais 28 ans avec un visa vacances-travail, sans forcément parler très bien le japonais. Donc une de mes premières tâches, ça a été d'aller dans une école de japonais en arrivant ici. Et puis après, par de fil en aiguille, des connexions, on va dire, sur le terrain avec des locaux de japonais, j'ai pu trouver mon premier travail au Japon. Donc je suis passé sur un visa travail. Et puis de là, l'histoire, on va dire, a commencé. Donc j'ai rejoint une start-up qui cherchait aussi des gens dans l'IT. Bon, moi, je pouvais programmer, c'est une chose qui arrive beaucoup avec les Français ici. Donc ouais, on a commencé comme ça. La start-up a très bien marché. C'est aussi accessoirement là que j'ai rencontré ma femme. D'accord, ok. Donc on était Kekan Shokuba, comme on dit ici, c'est Ouais, les gens qui se rencontrent sur le lieu de travail et on était le premier mariage de la startup en l'occurrence. d'accord. Ouais, la startup a bien marché, notamment grâce à l'IT. Et grâce à ça, j'ai pu faire des conférences sur mon sujet d'expertise en japonais. Et ça a été l'occasion pour moi d'avoir un grand palier, c'est de me faire recruter par Nintendo, qui est à l'époque aussi dans le Kansai. Donc moi, la startup c'était à Osaka et Nintendo, leur headquarters, leur centre, c'est à Kyoto, qui est en gros la ville d'à côté. Et moi j'habitais pile entre les deux. Donc voilà, j'ai fait le processus de recrutement à Nintendo et j'ai rejoint l'équipe eShop qui se préparait Hmm, à la mise en ligne, la mise dans le commerce de la Switch. d'accord. Donc j'ai rejoint chez eux 6 mois avant le release de la Switch. D'accord. Ça devait être fin 2016. Et c'était comment de bosser donc dans la startup et chez Nintendo, le rythme de travail, tout ça? Ça se passait bien? C'était plutôt cool ou c'était très très intense, très japonais avec beaucoup d'heures sup? Alors pour être honnête, c'était l'exact inverse de ce que j'aurais imaginé. C'est-à-dire qu'en startup, c'était vraiment très cool. Bon, ça jouait aussi aux personnalités des gens qui étaient dans l'IT. Gros, ouais, il fallait bosser beaucoup parce que c'est une startup, il y avait beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses on va dire, à contrecarrer. Tout ce qu'on pouvait pas acheter, on devait le faire à nous-mêmes. Donc c'est beaucoup de travail, mais très bonne ambiance, honnêtement, quasi comme en Europe. D'accord. J'ai une expérience de start-up aussi en Europe, mais c'était quasi la même chose. Pas vraiment de blocage de communication. Il y avait une structure plus rigide, mais pas dans l'IT, plus côté sales, où c'était vraiment pyramidal, un peu le cliché du chef qui crie sur tout le monde et tout ça. Mais côté IT, c'était vraiment ouais, le monde start-up comme on le connaît. Et à mon arrivée à Nintendo, c'est là où c'était plus, on va dire, le reverse stock, mais entreprise qu'on pense très internationale, mais les HQ qui sont à Kyoto, très très japonais. Vous rentrez par exemple dans le lobby, on dirait un hôpital, c'est tout est blanc, immaculé, il n'y a pas une figure de Mario, il n'y a rien. Ah Un ouais. petit logo gris discret. On va dans les bureaux et là c'est un énorme étage avec plein de gens dans des petits des cubicules, Ah, donc 1 mètre par 1 mètre, ah ouais. où les gens se parlent quasiment pas. Ah, des cages à lapins, quoi. Des cages à lapins, ouais, et aucune idée de ce que fait le gars à côté de toi, des choses comme ça. Des trucs très japonais, donc je devais porter un uniforme, Ouais. alors que je n'avais pas de clients, enfin je Ouais, voyais ouais, bien personne, mais un uniforme qui était obligatoire pour toutes les personnes techniques. Hmm. Petit cubicule, des relations très hiérarchiques, très pyramidales aussi. Bon, et les clichés aussi de la promotion par la longévité dans l'entreprise, pas forcément par le mérite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La gym le matin. Ouais, À ouais, 10 h tous les matins, ouais, des speakers, hop, tout le monde se lève, fait sa petite gym à son cubicule. ouais, ok. Mais ouais, donc c'était plutôt étrange, parce que je pensais que c'était l'inverse, Hmm. que la startup Non, serait plus rigide qu'une entreprise internationale comme Nintendo. euh, Mais au final, ouais, non, c'était comme ça. Tu travaillais en full japonais, tu travaillais en anglais? Alors, je travaillais en full japonais, il faut savoir. Donc, j'étais dans ce qu'on appelait les services en ligne. Hmm. C'était un énorme étage. Et donc, c'est découpé en deux. Il y avait deux demi-étages. Et par demi-étage, il y a environ 400 personnes. Sur les 400 personnes, on était deux étrangers. Donc, moi et un Américain. Et l'Américain était là en échange parce qu'à la base, il travaillait à Nintendo of America. D'accord.
qui est vraiment une ambiance et une entreprise complètement différente. Mais donc il était venu là au HQ parce qu'il parlait japonais et puis qu'il avait de l'expérience sur les anciens services en ligne de la 3DS qui avait été développé en Amérique avant. Et donc voilà, sur 400 personnes, on était deux, full japonais, rien en anglais. Les gens sur place aussi savaient lire, comprendre l'anglais, mais le parlaient pas. Dans la documentation, dans l'IT, c'est quand même beaucoup en anglais, mais en termes de communication, ouais, on était zéro, enfin, D'accord, ouais, ok. full japonais. Les relations avec tes collègues, ça se passait comment ou avec ta hiérarchie? C'était difficile ou tu as quand même pu sympathiser? Alors avec mon équipe, personnellement, c'était plus difficile. Des gens très réservés qui aiment pas mélanger le personnel et le travail. Donc même avoir du small talk, enfin parler de la pluie et du beau temps, ça va, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Déjà, c'était à la limite Ah ouais, de ce qu'il fallait pas demander. d'accord. Donc j'ai eu d'autres choses. Je me suis plutôt rattaché à d'autres teams qui étaient à côté de mon cubicle, D'accord. des choses comme ça. Ou alors par l'autre étranger qui est américain, où j'ai pu faire ça. Et après, une autre chose qui a pas mal joué, euh, il y avait des Français en échange à Nintendo qui venaient pour un an et qui repartaient. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a quelque chose que peu de personnes savent, mais il y a une cellule de recherche et développement à Paris D'accord. de Nintendo qui s'appelle Nintendo European Research and Development, qui se D'accord. traduit par nerd, Ok. qui veut dire otaku en anglais. Ouais, ouais. Et ces gens-là, c'était des élites, enfin des niveaux d'élite. Et c'est notamment eux qui ont développé la technologie pour la mini Famicom, Super Famicom, D'accord. tous les émulateurs sur Switch. Ouais, ouais. Les capacités d'émulateurs sur Switch, par exemple, jouer à du rétro gaming en multiplayer. Il y a une technologie derrière de synchronisation et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des Français qui les ont mis au point D'accord. dans les bureaux de Paris. Et donc, eux, ils sont obligés dans leur contrat de passer un échange au Japon. Donc, ils passent un an au Japon et puis ils reviennent à Paris. Tout frais payé, évidemment. Ouais, bah ouais. Et du coup, cette team-là qui changeait aussi tous les ans, j'ai eu pas mal de contacts avec eux. C'est des gens qui venaient découvrir le Japon, qui partaient un peu de zéro. Niveau D'accord. communication, eux, ils avaient des interprètes intégrés au package, on va dire, Ah parce oui, qu'eux, d'accord. ils venaient sans Ils parlaient rien, pas japonais. ils parlaient pas. Donc par ces contacts-là aussi, j'ai pu étendre aussi un peu au-delà de mon service. Parce que vraiment, quand on est à Nintendo, on est clôturé dans son service. Le badge n'ouvre pas les autres portes. Ah oui, d'accord. Donc en gros, tu peux aller à ta place et à la cafétéria. Et c'est fini. Ah ouais, d'accord. Donc ça évite pour eux les problèmes vis-à-vis des secrets, des jeux en développement et des choses comme ça. Donc voilà. Très, très structuré, très organisé. Donc la boîte japonaise comme on l'imagine, quoi. Exactement. Et est-ce que tu avais des heures sup? Est-ce que c'était rémunéré? Est-ce que tu avais des congés? Est-ce que tu pouvais les prendre? Alors j'avais des heures sup rémunérées, ce qui les faisait rentrer dans la catégorie des gentils, on va dire, au Japon. D'accord. C'était automatique dans le sens où on badgeait à l'entrée et à la sortie. Et ils considéraient les badges de sortie comme l'heure de fin de travail. D'accord. Et par défaut, ils faisaient ça. Après, l'autre chose qui était un peu dommage, c'est que les gens faisaient exprès de faire des heures sup, on va dire, pour arrondir leur salaire, du Ouais, coup. bien sûr. Savoir que le salaire de base à Nintendo est pas élevé, beaucoup moins que ce que les gens pourraient penser. Et par contre, si les technologies ou les jeux, les ventes marchent bien, il y a des bonus vraiment conséquents qui arrivent, Ok. mais 2 fois par an, on va dire. Mais l'autre souci ça génère, c'est que, on va dire, par le salaire mensuel de base, des fois, c'était limite pour gérer la vie quotidienne, quoi, on va dire. Et alors, faire des choses exceptionnelles, déjà, il fallait prendre sur les bonus, genre même partir en vacances. Et du coup, aussi, les gens faisaient exprès, on va dire, de faire des heures sup, où en vrai, ils faisaient pas grand-chose. D'accord. Mais pour pouvoir badger plus tard, ils faisaient exprès de partir à 9h, même si ça voulait dire glander pendant 2 heures D'accord. dans le bureau. Ok. Après, sur les vacances, ils étaient vraiment. Vous voyez, il n'y avait pas de problème à les prendre. Mais c'est comme souvent au Japon, le problème, c'est pas de prendre des vacances, c'est la durée des vacances. Donc pour moi, qui est un étranger, ou quand je prends des vacances, potentiellement, c'est pour rentrer en France. Ouais, 2 semaines, 3 semaines, c'est possible. Voilà. Ouais. Là, 2 semaines, 3 semaines, là, ça passe par. Faut demander à ton boss 2 semaines, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, tout ça. Après, autre chose, c'est qu'il y avait une saisonnalité à Nintendo. Ah, ok. Donc, moi, j'étais responsable de l'eShop. D'accord. Et par exemple, partir à Noël, Ouais, c'est mort. c'est impossible quand on gère l'eShop de Nintendo, quoi. D'accord. C'est des millions d'enfants qui ouvrent des jeux en même temps et qui se connectent en ligne. Enfin, c'était tous les services en ligne, c'était vraiment le pic. D'accord. Donc c'était une autre des conditions, c'est qu'il fallait partir, on va dire, hors saison. Et ça pouvait être difficile parce qu'il y a toujours des événements qui génèrent du trafic sur les shops. D'accord, ok. Donc c'était ouais. Ok, ok. Et pendant que tu étais à Nintendo, est-ce que tu as rencontré, même croisé ou assisté à des conférences de personnalités de Nintendo qui seraient venues au SQ pour faire des présentations ou jamais? Alors quasiment tout le monde en fait.
toutes les figures connues de Nintendo, on les rencontre à un endroit très simple qui est la cafétéria au dernier étage. Donc il y a deux bâtiments à Kyoto, Nintendo. Il y a le bâtiment administratif, on va dire, et il y a le bâtiment technique, D'accord. où tous les gens techniques que les gens voient dans les Nintendo Direct et tout Ouais, ce genre ouais, de ouais. choses, ils sont dans ce bâtiment-là. D'accord. Et la cafétéria, tout le monde y va. Et quand je Ok. dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde est à la même enseigne. Donc Ça fait kiffer, Sakurai-san, t'as vu qui, ouais. Miyazaki, Ouais. tous les grands noms en Ouais, fait. ouais. Ils viennent à la cafétéria et ils mangeaient avec tout le monde de manière D'accord, ok, très ok. naturelle. Mais ouais, ouais, La première fois, tout le t'as monde. pas halluciné un peu? Ah, c'est machin! Vous savez? Si, il y a des fois, tu te demandes si tu vas pas demander un Ouais, autographe c'est et tout clair. ça, mais t'es dans une cafétéria avec des gens Ouais, qui prennent ça normalement, alors t'essayes de la jouer cool aussi. Tu fais, j'ai grandi avec tous tes jeux, Ben mais ouais, ouais, voilà. Mais non, non, ils le prennent bien. Bon, après, il y a toujours l'effet de. À chaque fois que moi je les ai vus dans une intervention publique, ils sont maquillés, souriants et un ouais, peu avenants et tout ça. bien sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas dans leur vie de tous les jours où le gars il vient prendre son repas le midi. Donc il y avait un petit peu ce côté-là de. Il y a des gens où c'est la première fois que je les voyais ne pas sourire, en fait. Et Ouais, voilà, j'imagine. ce genre de mini-choc. Mais non, de ce sens-là, ils sont vraiment accessibles. Et ce point qui était la cafétéria était Hmm, vraiment ouais, le point de tout le monde. De même que le PDG venait là, d'accord. tous les créateurs de jeux venaient là aussi. Donc en fait, on rencontrait vraiment tout le monde. Et en tant qu'employé de Nintendo, est-ce que tu avais des avantages Nintendo? Est-ce qu'on vous filait des Switch? Est-ce que vous avez des réductions? Alors, dans un sens, oui, et dans un sens, non, que je vais expliquer, mais vu que nous, on participait au développement des nouveaux produits, on avait déjà les versions, les kits de dev, D'accord, ok. ça par personne. Ouais, ok. Donc, sur ton bureau, tu avais une Switch des mois à l'avance, voire un an à l'avance, Ok. pour tester les Ouais, solutions. bien sûr. Après, une autre chose qui est bien, c'est qu'ils ont on va appeler ça une bibliothèque, une ludothèque Hmm, interne avec tous les jeux qui sont sortis, des bouquins sur le développement de jeux, hmm, des Switch qu'on peut emprunter et des jeux aussi qu'on peut emprunter, genre 2 semaines qu'on ramène à la d'accord, maison, ok. qu'on teste et qu'on ramène. Et donc ça, c'était vraiment assez cool. Il y a aussi un coin jeu où ils ont plusieurs consoles où on peut tester des jeux, ce genre de Hmm, choses. Et à l'inverse, par exemple, quand la Switch est sortie, nous, en interne, on avait des communications comme quoi il ne fallait pas acheter de Switch et laisser la priorité au client. ah Parce que ouais. le client vient d'abord. Donc, Ouais. les employés devaient éviter de prendre, on va dire, la place d'un vrai client en achetant une Switch, sachant que nous, on avait pu déjà, on va dire, plus ou moins s'amuser pendant Hmm, 6 mois avec sur le bureau. ouais. Donc, en fait, c'était plutôt de l'inverse. D'accord. C'est, si possible, laisser les clients faire ça et venez après les vagues pour D'accord. acheter vos propres Je choses. sais pas si vous le savez, mais c'était très très difficile d'avoir une Switch au début au Japon. Il y avait pas trop de Beaucoup de stock, il y avait ruptures beaucoup de de ruptures de stock, stock. des lignes interminables. Bon, après, sur les personnalités, il faut savoir que les gens qui travaillent dans Nintendo aussi, c'est quand même des gros fans, des gros gamers aussi. Donc, c'est difficile parce que c'est vraiment des gens qui étaient aussi fans de ce qu'ils produisaient et puis du produit en lui-même. Et il y a toujours moyen d'envoyer son cousin, sa tante, Ouais, ouais, évidemment, hein, son toujours. pote de lycée. Moi, mon neveu, en l'occurrence, Voilà, ouais. j'avais une Switch pour mon neveu et puis voilà, on va dire que c'était l'excuse pour avoir une Switch. D'accord. Bien, donc ben voilà pour Nintendo, super intéressant en tout cas. Et pourquoi du coup tu as quitté Nintendo? Est-ce que c'était à cause du boulot? Est-ce que tu as une autre opportunité ou c'était pour des raisons personnelles? C'était principalement personnel. Donc à Nintendo, j'étais évidemment toujours avec ma femme, que j'ai rencontrée donc à la startup avant. Et elle est venue à Nintendo aussi? Non, Non, elle est non. restée dans la startup, D'accord, elle. ok. C'est pour ça aussi que j'ai vu l'évolution de la startup après que je sois parti. Et puis garder contact aussi avec tous les gens qui étaient là-bas. Donc moi je suis parti à Nintendo. Et bon, à Nintendo, déjà le choc, on va dire, reverse sur la culture, on va dire, Hmm, japonaise. C'est à Nintendo, je l'ai pris de plein fouet, on va dire, pour la première fois. Notamment le fait, même avoir des bonnes idées et tout ça, ça vaut, on va pas dire rien, mais ça vaut presque. pas pour la promotion, hein, ou ce genre de choses. Donc, soit se faire utiliser ses idées, soit voir des gens, on va dire, moins compétents passer promu ou passer notre chef, c'est quand même dur à encaisser. Et après, autre événement personnel en fait dans ma vie, c'est qu'à ce moment-là, ma fille est née. Et je précise fille parce que pour moi, ça a une importance, surtout au Japon, où je pense que le gap des genres comparé à l'Europe, même si on peut dire qu'il y a encore des inégalités en France ou en Europe avec le traitement des filles et puis ouais, les genres, je pense que c'est beaucoup plus accentué au Japon. Et c'est quelque chose vis-à-vis de son éducation à elle qui m'a fait beaucoup réfléchir à savoir si je voulais rester plus longtemps Hmm, ou si je voulais tenter l'Europe vis-à-vis d'elle. hmm, Et donc en parallèle, j'ai juste cherché pour voir s'il y avait des possibilités. Et j'ai repris contact avec des gens
avec qui je travaillais en Suisse avant de venir au Japon. Et hasard des choses, on va dire, ils avaient un poste pile poil à me proposer. En parallèle, ma femme, elle, était intéressée à avoir une expérience internationale, on va dire, à voir comment c'était ailleurs. Elle avait jamais vécu ailleurs qu'au Japon. Ah, d'accord. Elle parlait un peu anglais, pas du tout de français, mais elle était d'accord pour le challenge, sachant que moi, je pourrais gérer au niveau des langues et puis même des papiers, des choses, parce que j'avais déjà vécu, là, par exemple, en Suisse, donc je savais comment ça marchait. Donc voilà, on a décidé que pour ces différentes raisons, donc le fait que Nintendo, on va pas dire que c'était une impasse, mais c'était beaucoup plus dur que. Là, il fallait partir pour 10-20 ans de carrière pour pouvoir vraiment faire une évolution dans l'entreprise. La raison personnelle de la naissance de ma fille, donc au Japon, et puis vis-à-vis de son éducation. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé, alors hasard du timing, juste avant Corona, de déménager en Suisse pour aller faire cette expérience. Et donc ta fille en Suisse, elle est allée dans une école suisse normale, full français? Ouais. Alors l'école en Suisse, ça commence à 4 ans. D'accord. Donc Donc elle était on. petite encore. Ouais, Ok. ouais. Donc quand on est parti, je pense qu'elle avait 2 ans. D'accord. Donc elle a fait un peu de crèche en Suisse et ensuite à 4 ans elle a commencé une école oui, suisse tout à fait normale en français. Donc en gros à la maison on parlait japonais et elle en dehors de la maison elle parlait français. D'accord. Donc on était sur le côté suisse-français du coup vers Lausanne. D'accord. Ça, vu qu'il y a plusieurs langues dans la Suisse c'est toujours bien de préciser. Mais ouais du coup le monde extérieur on va dire était en français et à la maison c'était en japonais. On a réussi aussi à trouver une petite communauté, parce que c'était Lausanne, une petite communauté de japonais. Donc voilà, les mamans se rencontraient entre elles, partageaient leur expérience de comment c'est dur de vivre à l'étranger en tant que japonaise sur plein de choses qu'on peut réaliser que quand on vient dans un autre pays pour vivre. Mais ouais, donc elle était à l'école là-bas. À la maison, vous parlez en full japonais quand vous étiez en Suisse. Et maintenant que vous êtes au Japon, c'est pareil, vous parlez seulement en japonais à la maison? Alors vis-à-vis, pour mon couple, oui, la plupart du temps on parle en japonais à la maison. Alors c'est peut-être moi qui suis, on va dire, feignant, mais je travaille ici en japonais. Et donc quand je rentre à la maison, je switch pas forcément de langue, ce que je devrais peut-être plus faire, mais je le fais principalement avec mes filles, parce que j'ai eu une deuxième entre-temps. Et avec ma femme principalement en japonais, avec ma fille en français, et j'essaye de faire un maximum de contenu. Par exemple, quand tu regardes la télé, enfin la télé, des genre Netflix et tout ça, on l'a plus ou moins force à regarder tout en français. Donc le contenu qu'elle consomme est principalement en français. Et puis sinon, ouais, pour la communication de tous les jours, c'est en japonais. D'accord. Et est-ce que le fait de parler seulement en japonais avec ta femme, au début surtout, est-ce que ça vous a posé des problèmes? J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les problèmes dans les couples franco-japonais, et je disais que la langue, même si on parle bien, bah, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous, ça vous a posé problème ou pas spécialement finalement? Si, ça a posé beaucoup de problèmes. On a su les résoudre un par un, mais non, moi, l'histoire avec ma femme, c'est vraiment, j'ai fait 6 mois d'école de japonais en arrivant. Pour reprendre les bases, et là je parle vraiment les bases, on va dire ce que j'appelle le japonais de survie, savoir aller au combini, demander où sont les toilettes, ce genre de choses. Et ensuite j'ai rejoint la start-up où là j'ai appris le soir en plus du travail, parce qu'il y avait notamment tout le vocabulaire technique de mon domaine, où je savais rien, des choses qui étaient basiques pour eux, mais parce que c'est du vocabulaire spécialisé du domaine que j'ai appris en plus. Donc ça j'ai fait là-dessus, et en même temps je pense que mon premier date avec elle, c'était à peu près 6 mois après que j'ai rejoint la startup. Donc, D'accord, mine ok. de rien, assez vite, quoi. Une année après mon arrivée. Donc, je savais dire les bases. Mais ouais, dès que ça partait sur des choses un peu plus compliquées, les questions philosophiques, les longues discussions du soir que tout couple a vécu, ouais, c'était beaucoup plus haché que, on va dire, dans une relation où on parle la même langue. Il y avait effectivement toujours, il y a des différences culturelles qui fait que sans de longues explications, c'est vraiment difficile aux gens d'être à ta place. Je pense qu'une des grosses forces de notre couple aussi, c'est que donc, moi, en tant qu'étranger, je suis venu vivre au Japon. Et elle, en tant que japonaise, elle a fait aussi l'effort de faire ce voyage en Suisse. Ces 2 étapes, ça a eu des changements radicaux dans le couple, parce qu'en termes de compréhension de l'autre, de voir à quoi tu compares ta vie au Japon, ça a apporté ouais, une compréhension vraiment à un autre niveau, où maintenant elle comprend pourquoi je faisais ça ou Pourquoi tu es pourquoi comme je ça? disais ça. Et voilà, et beaucoup de mon comportement de l'époque lui sont apparus une fois que elle a commencé à vivre en Suisse. Donc D'accord. c'est assez marrant. Mais à l'époque, oui, ici, quand elle savait pas encore, ça a demandé beaucoup plus d'explications. Et
il y a toujours des disputes et ce genre de choses, mais la capacité à désengager la dispute pour expliquer le pourquoi de on réagit comme ça, de pourquoi on a des fois des préjugés sur certaines choses, Hmm, c'est quelque chose qui est, je pense, une grande étape dans un couple, et d'accord. surtout dans les couples internationaux. Hmm. Ouais, donc peut-être un très bon conseil, si on a l'occasion, c'est pas forcément évident, hein, nous on n'a pas pu le faire, mais aller vivre à l'étranger, c'est vrai que selon les carrières ça peut être délicat, mais c'est vrai que si on peut le faire, je pense que ça apporte, comme tu dis, un peu de recul, et puis ça lui donne les deux côtés. Ça dépend beaucoup des opportunités professionnelles, parce qu'il faut supporter la vie dans un autre pays quand même. Je vois moi, prof de français, si je quitte le Japon, le prof de français c'est un marathon quoi. Ouais. Ça prend des années à monter. Si tu quittes tout, tu repars presque de zéro en revenant. Donc c'est pas possible. Mais ou le faire dès le début. Voilà, au début de la relation, peut-être selon sa carrière, si on ne peut pas faire des allers-retours entre différents continents, d'abord aller vivre en France ou en Europe et puis ensuite s'installer ici. Ouais. Moi, l'autre conseil, ouais, c'est vrai qu'au début du couple, pour une autre raison aussi, c'est avant d'avoir des enfants. J'avouerais qu'avoir des enfants, ça complexifie beaucoup de choses. Moi, j'ai eu ma première fille au Japon, donc vers Osaka, quand j'étais à Nintendo. Et j'ai eu ma deuxième fille en Suisse, donc quand on était en Suisse. Ouais, ouais. Bon, ça apporte le fait de savoir comment ça marche dans les deux pays, mais en termes de, on va dire de papier, de gérer sur place des inquiétudes pour plein de choses Hmm. vis-à-vis de, par exemple, emmener son enfant, faire des vaccins ou quand il y a des Hmm. problèmes de santé, l'éducation, les activités en dehors de l'école et tout ça. Quand on n'est pas forcément natif du pays, tout est plus difficile. Il y a des grains de sable un peu partout dans chaque process qu'on prend. Ouais, c'est moins naturel. Si un des deux au moins n'est pas natif dans le pays, donc ouais, c'est aussi, je recommanderais avant les enfants, D'accord. toujours mieux, plus facile en tout cas. Est-ce que ça s'est bien passé avec ta belle famille? Au début, quand tu les as rencontrés ou quand ta femme a dit qu'elle était avec toi, que vous alliez vous marier, est-ce que tu as été accepté tout de suite ou est-ce qu'il y a eu des réticences? Non, ça s'est très bien passé. On l'a fait, on va dire, plus ou moins assez traditionnellement. Parce que moi, justement, je voulais rester dans cette culture-là, mais le traditionnel d'aller demander sa main à son père, par exemple, j'ai, on va dire, fait l'effort. Je suis allé en Ouais, costard d'accord. la première fois. Ouais, On ok. a eu une première rencontre D'accord. où là, eux, pour être honnête, c'est la première fois qu'ils avaient une expérience avec un étranger. Ah oui, d'accord. Alors, moi, c'était Osaka il y a 10 ans. Ils envoyaient dans la rue et tout ça, hein, mais ils n'ont Ouais, ouais, jamais eu bien sûr. l'expérience de genre en parler avec un vers D'accord, ok. une vraie discussion. Ouais, ouais. Donc, passé ce premier choc-là, pas mal de discussions. Hmm. Ils ont vu quel type de personnage tout ça. J'ai essayé aussi de respecter beaucoup la culture. Je m'étais Hmm. renseigné un peu sur l'étiquette à rencontrer les gens, savoir si je fallait aborder ou pas, voilà, rencontrer la famille. Mais non, non, très, très bien accueillis. D'accord. Ils ont eu aucun souci à m'accepter. Faut savoir que selon les générations aussi, il y a des sets de règles différents. Ils sont de l'époque d'avant où ça se faisait comme ça et du coup ils s'attendent plus ou moins à ça se fasse comme ça, même si c'est plus forcément vrai. Et puis bon, peut-être qu'ils pourraient comprendre, mais Hmm. le fait que moi j'ai fait cet effort-là, je pense aussi que ça a joué sur l'acceptation. D'accord. Et vous vous êtes mariés avant d'habiter ensemble officiellement ou pas? Non. Alors ça pour le coup c'était dans mes conditions à moi. Ouais. Je suis un grand partisan du fait que là, moi là, surtout dans des couples internationaux comme ça, Hmm. mais toujours vérifier avant, on va dire que vous êtes compatibles dans la Bien vie de sûr. tous les jours. Ouais, ben, Et il y a tellement de petites choses. Voilà, donc j'ai voulu vivre ensemble d'abord, donc on a vécu hmm. ensemble 6 mois. D'accord. Les parents Euh, étaient au courant? les parents étaient au courant. D'accord, ok. Les parents étaient au courant pour la simple raison, c'est qu'à l'époque, elle vivait chez ses parents. Ah, ok, oui. Donc, voilà, Forcément. elle est partie de chez ses parents pour venir vivre chez moi pendant 6 mois. Ouais. Et au bout de 6 mois, on a dit c'est bon, ça se passe bien, on s'est compris, on va dire, vu les défauts et les qualités, on va Bien dire, dans sûr, la vie de tous les jours. on peut se supporter ou pas. Ouais, ouais, des choses bêtes aussi, les Ouais. répartitions des tâches ménagères. Moi, on m'adaptait à d'autres choses aussi parce que, on va dire, les règles dans une maison japonaise sont, on va pas dire strictes, mais en tant qu'étranger, tu as une tendance à passer par-dessus, mais quand tu vis avec une japonaise, beaucoup plus dur. Voilà, quand j'étais tout seul, ça m'est arrivé de rentrer avec les chaussures dans la maison. Voilà, ça c'est la fin du couple si vous faites Ouais, ça d'accord. avec une japonaise, quoi. Mais non, voilà, il y a eu des ajustements comme ça où on a pu découvrir tout ça parce qu'on a vécu ensemble. Et je pense que c'est encore plus vrai ouais, dans un couple international. Donc ouais, une période comme ça avant de faire D'accord. le grand saut. Ok. Bon, il y a de plus en plus de parents maintenant qui comprennent, qui acceptent que les enfants vivent ensemble avant de se marier. Alors, il y en a encore hein, qui préfèrent qu'ils soient mariés avant d'habiter ensemble, mais je pense que de nos jours, c'est quand même très très rare. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu as habité entre Osaka et Kyoto. Ouais. Et tu es resté combien de temps dans le Kansai? Et maintenant que tu es dans le Kanto, Mm. donc entre Yokohama et Tokyo, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu as des préférences? Alors, j'ai vécu 6 ans et demi dans le Hmm. Kansai. Ouais.
J'ai vécu à 2 endroits. J'ai vécu dans le centre d'Osaka au début quand je suis arrivé, dans des appartements, ça s'appelle les appartements UR, enfin UR, pour une simple et bonne raison, c'est déjà ils acceptent les étrangers assez facilement et ils ont pas de frais, les fameux, on va dire, frais cachés, on va dire, au Japon, où c'est des frais de gratitude de louer l'appartement et tout ça. C'est un organisme qui a pas ça du tout. Et moi, en tant qu'étranger, voilà. Et un autre chose, c'est qu'il n'y avait pas besoin de garant. D'habitude, dans les appartements japonais, il vous faut un garant, la plupart du temps japonais en plus. Quand on arrive dans un pays, surtout en working holiday ou ce genre de choses, déjà on n'en a pas. Et du coup, on se retrouve sur des situations où on n'a pas beaucoup de choix de logement. Donc, soit on part sur du hostel, vraiment des trucs d'étrangers, ou alors des fois des trucs bizarres. À l'époque, c'était Léo Palace, ce genre de choses, qui avait un peu un motion. Je voulais éviter ça. Et j'ai trouvé un endroit parfait près du château d'Osaka. Là, il y a le parc, j'étais là. Et ensuite, une fois que j'ai été avec ma femme, qu'on a commencé à parler enfants et tout ça, on a déménagé effectivement entre Kyoto et Osaka. Je n'étais pas forcément conscient des différences avec le Kanto, parce que quand j'étais dans le Kansai, j'allais vraiment pas du tout dans le Kanto. Donc j'ai découvert ça, on va dire, cette fois-ci quand je suis revenu au Japon. Deux choses sur les plans personnels, il y a d'autres facteurs, le fait que maintenant je suis père de famille, j'ai peut-être moins aussi le temps pour aller faire la fête, aller au karaoké toute la nuit et ce genre de choses. Mais mon ressenti, les personnes sont vraiment plus accessibles dans le Kansai, on va dire. D'accord, ok. Encore une fois, plusieurs facteurs. J'étais dans une petite start-up, les gens étaient très proches les uns des autres. On faisait les soirées karaoké toute la nuit, tout ça, tout ça. Ici, beaucoup plus business, on va dire. Les gens s'introduisent beaucoup moins dans la vie privée des autres aussi. Ce qui fait que les relations interpersonnelles ont l'air plus froides dans le Kanto. Pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est mon ressenti maintenant que je suis revenu ici. Autre chose, les différences professionnelles. Beaucoup plus de chances professionnelles pour moi d'un côté de Tokyo. C'est le jour et la nuit. J'ai fait du job hunting, donc de la recherche d'emploi côté Kansai, et pour avoir des grosses entreprises ou avoir vraiment des choses internationales, ça se comptait sur les doigts d'une main, voire deux. Alors dans le Kanto des Tokyo Marine, il y a tout, il y a tout le monde, c'est assez incroyable, il y a toutes les opportunités possibles. Donc je comprends aussi pourquoi les gens viennent ici, c'est un choix de possibilités tellement plus grand que dans le Kansai. Même pour les autres expériences d'étrangers que je vois, que ce soit pour être prof de français, les gens qui viennent pour faire des fois modèle ou ce genre de choses. J'ai quasiment jamais vu ça à Osaka parce que il n'y a pas assez de gens pour vivre forcément du business, ou alors il n'y a pas les entreprises qui s'occupent de ça, ou même si vous vivez dans le Kansai, il va falloir voyager à Tokyo pour pas mal d'opportunités. Donc voilà, ça aussi c'est un bon point qui est indéniable vis-à-vis de Tokyo, c'est les chances que vous aurez de vous connecter déjà à d'autres Français et puis aussi à d'autres opportunités professionnelles D'accord. au Japon. Et par rapport à la qualité de vie ou au coût de la vie, est-ce que tu as noté une différence entre le Kansai et là où tu es maintenant, ou est-ce que c'est à peu près pareil, tout ce qui est loyer, bouffe, sortie? Moi, ça autre chose, les loyers sont beaucoup plus élevés de ce que j'ai vu ici. Mon appartement à Yokohama, pour le même prix, j'avais quasiment le double de surface dans le Kansai. Ça fait un Alors petit peu après, mal. dans le Kansai, tu parles dans Osaka ou dans la ville Non, entre? dans la ville entre Osaka et Kyoto, donc c'est encore autre chose. D'accord. Mais ouais, on parle vraiment du simple au double. Et là, grâce à vidéo aussi, je cherche à possiblement acheter une maison. Et quand on regarde les prix aussi, les différences de prix Kansai Kanto, là on est sur ouais, on est quasi du simple au double, avec le nombre de zéros que ça génère. Mais ouais, ça fait partie des grosses différences. D'accord. Coût de la vie, de la nourriture, par exemple, ça se rapproche assez. Des fois, c'est même moins cher à Tokyo. Après, dans les autres frais qu'on peut penser, bon, honnêtement, les transports, c'est pas forcément quelque chose que moi je compte parce que moi je fais beaucoup de transports à mon entreprise ou vers mes clients, et ça, c'est remboursé par l'entreprise Bien sûr. dans la majorité des entreprises japonaises. D'accord. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je compte dans mes frais. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tout cas, quand on est en entreprise au Japon, c'est la plupart du temps en cas. Et ta fille, elle est à l'école primaire? Elle est école primaire publique, privée? Alors, on a fait le choix de la mettre dans une école publique. Elle est en première année, ce qu'on appelle Ichinensei. Donc, la première année, c'est à 6 ans au Japon. Donc, elle avait déjà l'expérience en Suisse parce qu'elle a fait 2 ans du coup d'école primaire en Suisse. Pas vraiment eu de choc du coup. Voilà. D'accord. Beaucoup plus peuplée, l'école publique ici. Ouais. La qualité de l'enseignement, honnêtement, à cet âge-là, Ouais. je pense pas qu'il y ait des grandes différences. Je pense que c'est des années importantes aussi, qu'elle s'intègre dans la culture japonaise pour différentes choses. C'est là qu'elle va apprendre à écrire les différents alphabets, à les lire aussi évidemment. Et ils ont des cours, on va dire,
culture, ce qu'on nous on dirait éducation Oui, civique. c'est ça, quand on était Des jeune, petites c'était éducation activités qui civique. seront qui sont des références pour tous les Japonais. Un exemple bête, mais par exemple la première année ici, ils ont des plantes à élever. Et pendant les Mmh. vacances d'été, elles ramènent la Ouais, plante, elles ouais. s'en occupent et tout ça. Et ça, c'est instauré au Japon depuis, Mmh. on va dire, des générations quasiment. Ouais. Et s'il y a des points de référence comme ça culturels où je Mmh. voulais qu'elles soient dans une école publique, qui voient différents gens de différentes Mmh. provenances, on va dire. C'est bien, moi, mon fils aussi, il est en public. Et franchement, pour l'instant, je suis très satisfait. Lui, il est content aussi. Et c'est vrai que ce type d'activité, ben, ça donne des bases culturelles que tout le monde a. Je trouve que c'est bien aussi. C'est assez varié ce qu'ils font. Ouais. Et il y a des mélanges entre les élèves de plusieurs années. Voilà, on a vraiment l'impression que l'école fait partie du quartier. Et il y a Exactement. beaucoup d'activités, des fêtes à l'école, etc. Tu as la fête du sport, tu as les fêtes l'été. Enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Moi aussi, il y a ce système, donc il y a les activités de l'école en elle-même, et Mhm. il y a des groupes, comme tu dis, qui se construisent autour du quartier pour soutenir des activités de l'école. Nous, on a un groupe qui s'appelle Oyajikai. En gros, c'est les Ouais, ouais. pères Ouais, ouais. qui font des activités. Par exemple, cet été, Mhm. ils ont fait un battle royal de pistolet à eau. Oh, terrible. Tu as participé? J'ai participé Tu as gagné? dans l'école. J'ai pas gagné. Ouais, il y avait différentes phases dans. Genre, ils ont fait ça bien, mais c'était pas forcément gagner, perdre. Oui, Mais voilà, j'ai c'était vraiment en participé. jeu. Ouais, ouais. Ils ont calqué des mécaniques sur des jeux vidéo et tout, donc les enfants Ouais. étaient ravis. Là, récemment, ils ont fait une autre activité sur les hanabi, donc des feux Mhm. d'artifice à faire soi-même. Il y a Mhm. des petits sticks comme ça qu'on peut donner aux enfants pour Ouais. qu'ils aient l'impression de faire du hanabi. Mhm. Et ils ont réalisé comme ça des événements Mhm. dans l'école, en invitant aussi, en intégrant les gens du quartier. Mhm. Donc il y avait des trucs à boire, des stands de nourriture et tout ça. Ouais, c'est cool. Et c'est vraiment ce mix où ça relie l'école et le quartier, c'est vraiment sympa. Et est-ce que la vie au Japon te plaît toujours? Et qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te déplaît? La vie au Japon, oui, me plaît toujours. C'est une des raisons que je suis revenu aussi. Donc je suis revenu il y a à peu près un an côté de Tokyo. Il y a des choses qui sont incroyables au Japon. Pour moi, le niveau de service du Japon, meilleur du monde. Mon bref retour en Europe m'a que juste confirmé que le Japon était tellement bien pour ce genre de Ah ouais, choses. même comparé à la Suisse? Ouais, même comparé à la Suisse. Ah Mais ouais. des concepts comme le combini, ça n'existe pas. Ouais. Le sérieux des gens dans les tâches qu'ils font pour eux, ben, ça peut être, Mhm. on peut dire que c'est plus lent ou plus procédurier au Mhm. Japon, mais c'est toujours bien fait. Si c'est Mhm. bien, le pire, si c'est mal fait, il y a toujours quelqu'un pour rattraper l'erreur, quelqu'un qui aurait mal fait. Donc de ce niveau-là, ça donne un service assez incroyable. On compare des choses par exemple, la poste. Mhm. Ouais. Quand je reçois des paquets, je sais s'il vient de France ou s'il vient du Japon, juste par l'état du paquet, c'est typiquement. Les heures de livraison aussi de la poste, des choses comme ça. Les lockers pour les livraisons, l'aide pour faire des papiers. Beaucoup de choses vraiment pratiques ici qui sont ouais, incroyables. Sur les choses que je pourrais moins aimer, Mhm. moi, vu que c'est la deuxième fois que je vais au Japon, je suis Mhm. plus forcément étonné de certaines choses, mais Mhm. la distance, les Japonais qui disent jamais non, qui préfèrent Mhm. peut-être on va dire, Mhm. ghoster les gens plutôt que Ouais. dire non, si c'est pas dans la culture, de Mhm. dire ouvertement non. Ce que les gens appellent le tatemae, donc la figure qui est vis-à-vis des autres gens, vis-à-vis de ce qu'ils pensent vraiment. Il y a des gens qui prennent ça négativement après plusieurs années d'expérience aussi dans le milieu professionnel avec eux. Mhm. Bon, Tu t'habitues, quoi. ouais, en vrai, on Tu s'habitue, comprends. on comprend. Maintenant, ils En- ont plus besoin de dire non parce que ils ont une expression qui s'appelle Kuki Oyomu, qui est en Ouais, gros ouais. Lire l'ambiance. lire l'ambiance Ouais. exactement. Et si on arrive à choper ça au Japon, je pense que c'est une grosse différence parce que tous ces non-dits, on les comprend. Et du coup, Mhm. on n'a plus besoin d'aller clasher du japonais parce qu'ils nous ont pas Mhm. dit nous Bien sûr. ouvertement. Et on arrive à comprendre ça. Bon, il y a toujours des petits points où ça commence à être, où c'est difficile, mais la majorité quand même, on commence à comprendre et c'est moins pénalisant Mhm. qu'avant. Ouais, après, des fois, des règles mises en place où ils comprennent pas ils se souviennent même plus pourquoi ils ont mis la règle en place, mais la règle est toujours en place et il faut la respecter à la lettre. Ça, c'est des choses qui, venant d'un français où on Mhm. est plus sur le. On essaie de trouver la Voilà, on faille. essaye de trouver l'angle. Des fois, voilà, ça peut être, on va pas dire gênant, mais Mhm. c'est pas dans notre nature, on va dire, en tant qu'étranger. Mais de là à dire que c'est un point négatif, peut-être pas, mais c'est les petits grains de sable dans la vie quotidienne, mais rien de majeur. Et ta femme, elle est contente d'être revenue? C'est elle qui voulait revenir aussi ou... Ouais, alors principalement, on en a fait on va dire bon timing d'être allé en Europe avant Corona, mais la période de Corona en Europe aussi a été assez dure, Mhm. notamment pour ma femme, Mhm. sur tout le côté social déjà. Ça a Mhm. coupé, dès qu'on est arrivé, ça a coupé tout le côté social pendant un an.
Vis-à-vis aussi de ma fille aussi, même chose, le côté social. Après ma femme aussi, elle parlait pas de français du tout quand elle est là-bas. Donc gros effort, commencer, elle a même âge que moi, donc commencer une langue assez tard et une langue difficile pour être honnête. En étant natif français, on s'en rend pas forcément compte, mais l'apprentissage est pas évident. Surtout que sur place, moi j'étais au travail, elle devait gérer la vie quotidienne. Voilà, aller à l'hôpital sur des gens qui parlent que français, c'était pas forcément évident. Donc ouais, on s'était dit que s'il y avait une chance, elle avait fait son expérience en Europe, s'il y avait une chance de pouvoir revenir, voilà, elle a checké la box, elle a compris les problématiques que j'avais aussi, le pourquoi j'agissais comme ça, sur des petites choses du quotidien. Elle a pu comparer différentes choses sur les niveaux de vie, le niveau de service, l'ambiance, la work-life balance comme on dit. Et voilà, pour elle c'était check, elle a fait s'il y a une occasion de revenir au Japon, je m'y sens quand même plus à l'aise. Je m'y sens plus à l'aise pour élever nos filles. Quand même, c'est comme elle qui a le rôle principal, on va dire, sur l'éducation des filles. Et donc tout ce qui est les rencontres parents-profs, les activités extrascolaires et tout ça. Vu que l'école finit assez tôt, je crois que ma fille elle finit à 2 heures. Tout ce qui est après 2 heures, c'est elle qui s'en occupe. Voilà, beaucoup plus facile si elle est au Japon de pouvoir gérer ça et de gérer, on va dire, toutes les tâches du ménage derrière. Donc ouais, c'était une demande si c'était possible. Et ça a été possible par mon entreprise qui cherchait un poste au Japon avec mon profil. Donc j'ai utilisé cette chance pour, on va dire, revenir. Tout à l'heure, tu avais dit que tu étais parti par rapport à la différence entre les garçons et les filles au Japon. Ouais. Et là, en étant revenu avec une deuxième fille en plus, c'est toujours quelque chose qui te travaille ou tu t'y es fait ou tu te rends compte que finalement, pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes ou est-ce que ça t'inquiète toujours? Ouais, alors c'est un mélange des deux. Pour l'instant, je vois pas forcément de problème, mais je m'attends à ce qu'il y en ait dans le futur. Donc c'est toujours quelque chose qui m'inquiète. D'accord. J'ai un peu l'espoir aussi que la société évolue au Japon sur beaucoup de choses. Mais étant papa d'une fille, une petite fille aussi métisse, dans un quartier où il n'y a pas forcément beaucoup d'étrangers. Faut savoir, dans l'école, on n'est que deux Européens, D'accord. sachant que l'autre personne est aussi française. Ok. Et donc, voilà, les métis, on va dire, ils sortent du lot. Et dans les deux sens, dans le bon sens, parce que Ouais, souvent on dit kawaii kawaii, qui sont mignons et tout ça. Mais les personnes mal attentionnées ont aussi une tendance à les voir sortir du lot et être plus intéressées par ça. Donc c'est des choses qui m'inquiètent vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup de choses autour des chicanes, les attouchements et tout ça dans les trains. Ça Et t'inquiète? ouais, voilà, quand on est papa d'une petite fille, c'est des choses où, oui, moi en l'occurrence, elle prend pas le train pour aller à l'école. Mais le jour où ça arrivera, j'aurai toujours aussi des petites inquiétudes. Je suis une tendance à lui filer un spray au poivre et tout ça et à apprendre à se défendre. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça dans la société japonaise où ouais, ça continue de m'inquiéter. Après, plus tard dans sa vie professionnelle, il y a aussi des différences hommes-femmes. Idéalement, elle est encore petite, donc d'ici là, la culture aussi aura un peu évolué dans le bon sens, j'espère. Donc voilà, ça reste quand même une inquiétude. D'avoir des D'accord, filles d'accord. ici. Et tout à l'heure, tu disais que tu cherchais une maison. Tu Oui. voudrais acheter dans le coin où tu es maintenant. Maintenant, tu es en location, c'est ça? Oui, alors on est revenu ici, même avec une femme japonaise, à faire des achats de maison ou alors trouver quelque chose depuis l'étranger, ça a été Ouais. pas forcément simple. On pouvait pas venir voir l'appartement à l'avance ou les choses comme ça, donc on est parti sur un appartement en location. C'est une condition qu'il y a souvent sur les appartements comme ça, c'est la personne est partie, je pense, à l'étranger et elle sous-loue son appartement Ah, pendant 2 ans. d'accord. Et dans 2 ans, normalement, elle revient. Ah, Donc ok. nous, on doit partir de l'appartement. Ah, ok. Donc on est sur un bail limité. D'accord, vous avez une deadline. On a une deadline. Ok, ok. Et du coup, oui, on cherche la prochaine étape qui sera l'année prochaine, où on aimerait potentiellement acheter dans la région. Donc moi, professionnellement, ça va être dur de retourner dans le Kansai. Bon, je suis dans l'IT, donc le remote est toujours possible, mais j'ai quand même beaucoup de contacts clients. Oui, je suis consultant, donc j'ai beaucoup de face à face avec les clients. Et ils sont quand même tous sur Tokyo. D'accord. Donc si je veux m'éviter les voyages d'affaires toutes les semaines, donc ouais, ce serait par là. Idéalement, tu vis dans une très belle région, avec bien balancé, c'est entre Tokyo et Yokohama. On va dire il y a vraiment quasiment tous les avantages. Donc idéalement, ouais, par ici. D'accord, ok. Tu parlais de l'équilibre entre le travail et la vie privée. Ouais.
Et en étant revenu au Japon, en bossant maintenant à Meguro Mm. et en vivant ici, est-ce que tu arrives quand même à dégager du temps pour passer avec ta famille ou est-ce que tu pars le matin, tu rentres le soir, ils dorment et tu vois finalement très peu tes enfants? Ouais, alors j'essaye de ne pas partir dans cet extrême-là. C'est quand même beaucoup moins balancé que quand j'étais en Suisse. Alors pour deux choses. Déjà, moi, on a eu Corona pendant qu'on était en Suisse et tout le Ouais, monde est passé en remote. ouais, donc forcément. Je voyais pas forcément des clients parce qu'ils étaient dans d'autres Hmm, pays européens. hmm, Les voyages étaient beaucoup plus difficiles. Donc voilà, moi j'étais en gros à la maison tous les jours. Quand je suis revenu ici, on est passé à tu vas au bureau. Donc ouais, c'est lever 6 heures le matin, le train à 7, voilà. Le soir, j'essaye de rentrer assez tôt pour les voir. D'accord, avant qu'elle dorme. Donc bon, je suis quand même dans le sens salariman parce que je suis employé. J'essaye de faire des heures sup le matin, contrairement au soir D'accord. où j'arrive à me retrouver. Donc c'est une autre chose pour éviter aussi les trains bondés, c'est que moi je pars beaucoup plus tôt. Ouais, ouais. Donc je pense j'ai quoi? Porte à porte, j'ai 45 minutes entre chez moi et le bureau. D'accord. À 6h30, je suis dans le train, en Et gros. du Donc coup, à je commence à 6h30, bosser. t'as pas trop de monde, quoi. Ouais. Donc je commence à bosser entre 7h, 7h15. Ah oui, c'est vachement tôt. C'est souvent les Japonais, ils commencent à bosser à 9h, 10h. C'est ça, exactement. Donc le flot de personnes arrive à 9-10 heures avec les tramondés et tout ça. Donc moi, ça me laisse 2-3 heures calme, peinard D'accord, pour faire ouais. ce que j'ai envie de faire. Souvent, j'ai fait les grosses tâches avant qui que ce soit arrive. Et du coup, le soir, ça me permet de rentrer à des heures, on va dire, raisonnables pour le Japon, ce qui est 6 heures. Oui, ça va. 6 heures, souvent, je sors du bureau. D'accord. J'arrive avant 7 heures à la maison. D'accord, tu peux Voilà, dîner je peux presque même avec dîner, elle, ouais, je peux les dîner avec laver, les tout ça. enfants, et voilà. Bien, ben, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais, juste pour terminer vraiment cette fois, un conseil pour des gens qui voudraient venir au Japon? Bon, après, c'est une expérience personnelle, mais mine de rien, les compétences que vous pouvez acquérir en Europe peuvent être utiles ici. Je vous dirais de vous préparer plus. Bon, il y a deux choses. Il y a la langue. Si vous arrivez, vous parlez déjà la langue ou entend un petit peu, ça va aller beaucoup plus vite pour réussir ici. Et autre chose, ne sous-estimez pas d'autres compétences que vous pourriez avoir en Europe avant de venir. Ici, ça joue aussi beaucoup sur, par exemple, les diplômes que vous avez. Et ça va jouer sur n'importe quel job que vous voudrez prendre ici. Donc le fait de, par exemple, ne pas aller en, je sais pas, en licence ou en master en Europe pour venir au Japon, je pense que ça peut vous jouer des tours plus tard dans votre carrière au Japon, parce qu'il y a des facteurs limitants vraiment basés sur ça ici, notamment moi dans l'IT. S'il y a en dessous du master, je pense que j'aurais eu quasiment aucun des jobs que j'ai eu au Japon, par peut-être la start-up. Et encore, la start-up, c'est au vu de mon CV qu'ils se sont rendus compte que j'avais un background, on va dire, technique qui pouvait leur servir, et notamment mes diplômes. Donc, même là, ça a quand même joué dans le facteur de décision pour eux. Donc, en termes de préparation, la chance, ça se motive, on va dire, ça se génère. Et si possible, la langue. Encore, ça peut être différent selon votre secteur d'activité. C'est vrai que moi, dans l'IT, si vous travaillez avec des clients internationaux, ça peut encore être gérable. Avec des Japonais, souvent ils comprennent par exemple l'anglais, mais ils ne le parleront pas. Donc le fait d'avoir les notions en japonais en arrivant, ça peut accélérer beaucoup de choses dans votre carrière au Japon. Donc voilà, ne pas sous-estimer, on va dire, la préparation avant de venir ici. Et voilà, ça ouvre beaucoup plus de possibilités une fois que vous êtes ici aussi dans la vie au Japon. D'accord, ben merci beaucoup. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai appris pas mal de trucs. On a parlé Nintendo, Kansai, en plus on est voisins. Donc Et c'est voilà. cool. Et ben, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, si tu as du temps de regarder un petit Ouais, peu, bien sûr. peut-être les premiers jours, s'il y a des questions vraiment précises, comme d'habitude, je donnerai pas ces coordonnées, donc c'est pas la peine de me les demander. J'essaie dans tes commentaires aussi avant de te Voilà. rencontrer, donc Donc à voilà, venir, je lirai les commentaires de la c'est vidéo. comme ça Et, voilà. qu'on s'est connus. Donc voilà. Ben, merci beaucoup Merci à toi. et merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut! Salut.